ministre du Québec, François Legault, faire le point sur la pandémie de COVID-19 au Québec. 1162 cas. Comme on le voit, on avait réussi à atteindre un plateau au cours des dernières semaines, mais là, depuis quelques jours, il y a une augmentation du nombre de cas, malheureusement. Et il y a plusieurs régions, contrairement au printemps, il y a plusieurs régions qui ont beaucoup de cas. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, j'ai essayé de résumer en 3 catégories la situation dans les 17 régions du Québec. D'abord, il y a 3 régions seulement, malheureusement, là où il y a peu de cas, où ça va très bien. L'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent. On sait que le Bas-Saint-Laurent, il y a eu un moment où c'était plus difficile, mais là, c'est vraiment revenu sous contrôle. Il y a une deuxième catégorie où on a 9 régions où c'est plutôt stable. D'abord, Montréal. Montréal est stable, même si on suit de très près certains quartiers, là, entre autres Dorval, Lachine, LaSalle, là où il y a plus de cas, puis qu'on suit ça de proche. Laval, Laurentide, l'Outaouais, ça reste stable. La Montérégie aussi, ça reste stable. Il y a un endroit où il y a des éclosions, c'est Richelieu, Yamaska. Dans la capitale nationale, on peut même parler d'une réduction importante au cours des dernières semaines, sauf que le niveau reste élevé, reste trop élevé à Québec. Et il faut noter aussi qu'il y a une éclosion importante depuis un certain temps dans la sous-région de Charlevoix. Dans Chaudière-Appalaches, aussi, ça reste stable, mais il y a une éclosion qui s'ajoute là dans Montmagny-Lillet. Donc, toujours une situation qui est un peu serrée en Beauce. Mais Montmagny-Lillet, c'est devenu maintenant la région où, toute proportion gardée, il y a le plus de cas. Bon, il y a l'Estrie. L'Estrie, jusqu'à il y a quelques jours, c'était une région qui était dans la première catégorie, donc très peu de cas. Par contre, grosse éclosion, entre autres asbestos, granit. Donc, hier, le ministre de la Santé, le directeur de la santé publique, ont fait passer l'Estrie, malheureusement, dans la zone rouge. Puis il y a le nord du Québec. Évidemment, il y a peu d'habitants, mais il y a 17 cas actifs. Donc, on suit ça de proche, là, compte tenu de l'éloignement. Bon. Il y a un troisième groupe où, là, vraiment, ça va pas bien. Ça va pas bien dans 5 régions. Et ce sont 5 régions qui sont inquiétantes. D'abord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, c'est vraiment un peu partout, là. Donc, on a des problèmes au lac. On a des problèmes à Saguenay, autant dans le secteur Jonquière que dans le secteur Chicoutimi. Puis on a des problèmes aussi à la baie. Donc, vraiment, là, la région actuellement où c'est le plus difficile au Québec, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La deuxième région où c'est difficile, c'est la Nodière. Bon, surtout dans le coin de Joliette. Beaucoup de cas, là, donc dans le nord de la Nodière. Ensuite, ben, on a 2 régions qui travaillent ensemble, en partie du côté de la santé, c'est Mauricie puis Centre du Québec. Il y a des éclosions importantes à Trois-Rivières, dans le centre de la Mauricie, à Batiscan, puis à Arthabasca-l'Érable. Donc, autant Mauricie que Centre du Québec, là, on voit là qu'il y a du travail à faire. Là. Il y a eu malheureusement probablement plus de contacts dans les dernières semaines. Puis l'autre région qui demeure difficile, c'est la Gaspésie, mais c'est très concentré à Côte-de-Gaspé. Puis ça fait un certain nombre de semaines là, que ça reste, donc beaucoup de cas. Donc, comme vous le voyez, la majorité des régions soit sont stables ou soit sont en augmentation. On pourrait se consoler quand on regarde le nombre de cas par million d'habitants. Bien, il y a beaucoup de pays, je pense entre autres aux États-Unis, à la France, à la plupart des pays en Europe, où ils ont 2 fois plus de cas
par jour, de nouveaux cas par jour, toute proportion gardée. Donc, on peut se dire, bon, on résiste mieux. Ou il y a une autre manière de regarder ça. Est-ce que c'est ça qui nous attend dans les prochaines semaines? Donc, évidemment, là, on est content d'être à peu près à la moitié de la situation en nombre de cas d'ailleurs. Donc, on continue dans la deuxième vague. Là. La deuxième vague ne commence pas en même temps pour tout le monde, mais si on regarde les chiffres depuis le 1er septembre, on voit que le Québec est beaucoup moins affecté que le reste du monde. Il y a 2 semaines, donc, on vous a annoncé qu'on allait ajouter des mesures, donc restaurants, gym, bar, sport de contact, salle de spectacle, etc. Puis on vous avait promis qu'après 2 semaines, on ferait le point. On est rendu à ces 2 semaines-là. Malheureusement, les indicateurs nous montrent qu'il faut être encore plus prudent. Malheureusement, on n'a pas réussi à réduire le nombre de nouveaux cas à chaque jour. Même, on voit depuis quelques jours une augmentation. Donc, je vous annonce que malheureusement, pour les 2 prochaines semaines, les mesures qui ont été annoncées vont rester en place. On vous avait dit initialement que c'était pour 4 semaines, mais qu'on réviserait après 2 semaines. Là, on dit que c'est vraiment pour 4 semaines, donc au moins jusqu'au 23 novembre. Je comprends que c'est difficile pour la population de poursuivre la mise en place, puis de continuer à respecter ces consignes-là, mais il faut quand même regarder l'ensemble du portrait. Actuellement, il y a 97 % des enfants qui vont à l'école, puis il y a 97 % des travailleurs qui ont retrouvé l'emploi qu'ils avaient au mois de février. Donc, quand même, on peut regarder le 3 %, mais il faut regarder le 97 %. Puis, cette possibilité-là de garder les enfants à l'école et les travailleurs au travail, c'est à cause des mesures qu'on a mises en place. Parce qu'on ne se comptera pas d'histoire, vous l'avez vu, il y a de la transmission dans les écoles puis dans les lieux de travail. Mais on pense que c'est tellement important pour les enfants d'aller à l'école puis pour les travailleurs d'avoir leur gagne-pain qu'on est prêt à accepter une partie de cette transmission-là, mais quand on sort des écoles puis des lieux de travail, bien, c'est là, malheureusement, qu'on est obligé de garder des restrictions pour plusieurs raisons. D'abord, sauver des vies. Ensuite, je viens de le dire, garder nos enfants à l'école, garder nos travailleurs au travail, puis continuer à garder le contrôle de notre réseau de la santé, être capable de continuer à soigner les gens qui ont d'autres maladies que la COVID-19. J'en ajouterais une autre raison, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, je l'ai déjà dit, puis je l'ai écrit dans une lettre en fin de semaine, on ne doit pas s'attendre à des gros parties dans le temps des fêtes, mais on va essayer de tout faire pour être capable d'avoir des plus petits parties, pour que les familles, les amis soient capables de se voir à Noël, au jour de l'an. Mais il est trop tôt pour vous annoncer ce qu'on pourra faire. Mais plus on fera d'efforts d'ici le mois de décembre, bien, mieux sera la situation, puis plus ça sera facile d'adoucir certaines mesures. Hier, quand même, on a eu aussi une grosse nouvelle qui donne beaucoup d'espoir. Donc, l'entreprise Pfizer, puis BioNTech, l'entreprise allemande, qui annonce un vaccin qui serait efficace à 90 %. Bon, évidemment, toutes les vérifications sont en train de se faire à Santé Canada. On parle avec le gouvernement fédéral, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Mais ce qu'on comprend, c'est que ça va prendre encore un certain nombre de mois avant qu'on puisse avoir vacciné une bonne partie de la population. Donc, malheureusement, il faut tenir le coup encore pendant des mois. On ne pense pas que c'est nécessaire à ce moment-ci d'ajouter des mesures. Par
contre, ce qui est nécessaire, puis en particulier dans les 5 régions qui sont difficiles, il faut qu'il y ait plus de monde qui respecte les mesures. Il y a tout lieu de croire que dans les régions où ça va moins bien, bien, il y a eu plus de contacts dans les dernières semaines. Puis là, il faut réduire vraiment le nombre de contacts et puis respecter les consignes. L'autre chose qui est importante, c'est la situation dans les CHSLD. Vous voyez, on a une petite augmentation, une certaine augmentation à chaque jour du nombre de CHSLD puis de personnes, de résidentes infectées. Moi, je veux lancer, puis le ministre de la Santé le fait dans une lettre, je veux lancer un message très clair. Les PDG des CIS et des CIUS et les dirigeants des CHSLD ont le devoir de s'assurer que tout le monde porte un masque, porte l'équipement de protection quand ils vont voir des patients, donc dans leur chambre. C'est très, très important. Puis je le répète, là, puis on est sur la même longueur d'onde, le ministre de la Santé et moi, les PDG là, sont imputables des résultats. Bon, dernière chose que je voulais dire, quand on est infecté ou quand on a des symptômes ou quand on a été en contact avec quelqu'un qui a eu un diagnostic positif, la moindre des choses, c'est de s'isoler. On entend des histoires, là, je veux dire, c'est très grave, là, si on sait qu'on a été infecté ou qu'on a des risques d'avoir la COVID-19, d'aller se promener, là. Donc, on s'isole, c'est une question de respect. Puis c'est une question de vie ou de mort pour les autres personnes. Donc, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, on continue de garder un équilibre entre sauver des vies puis la qualité de vie. Je pense qu'on a atteint un certain équilibre, évidemment. Il y a de l'espoir dans quelques mois, dans un certain nombre de mois. Et je veux encore une fois remercier tous les Québécois pour leurs efforts. Good afternoon, everyone. Bonjour à chacun. Le nombre de nouvelles infections se stabilisait, mais nous voyons maintenant une augmentation. Et cela depuis quelques jours déjà. La situation est stable dans la plupart des régions, mais nous constatons 5 régions et surtout là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, Mauricie, Centre du Québec et Gaspésie, où nous voyons une augmentation. Il y a 2 semaines, nous vous avions dit que nous allions réévaluer nos restrictions si la situation s'améliorait. Mais les chiffres nous montrent qu'il nous faut faire preuve encore de plus de prudence. J'annonce donc que nous allons maintenir les mêmes restrictions en place pour au moins 2 semaines supplémentaires. Je comprends que la situation est difficile pour beaucoup de gens, mais nos mesures sont nécessaires pour sauver des vies, pour garder les enfants à l'école, pour garder les travailleurs au boulot et pour sauver notre système de santé. Cela nous donne également l'occasion de voir nos amis et les membres de notre famille à Noël. Par conséquent, il nous faut garder l'espoir. Hier, nous avons vu que le travail afin de peaufiner un vaccin avance bien, mais il faut être prudent. Cela peut prendre des mois avant que nous ne puissions vacciner un grand pan de la population. Il nous faut donc continuer de suivre les consignes sanitaires et il faut maintenir l'équilibre entre sauver des vies et préserver notre qualité de vie. Je vous remercie, tout un chacun, de vos efforts. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Legault, Monsieur Dubé, Dr Arruda vont maintenant répondre aux questions des journalistes, d'abord en français, ensuite en anglais. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Ma première question concerne la ventilation dans les écoles. C'est une inquiétude que les parents ont, que les professeurs ont. Les partis d'opposition en ont parlé aujourd'hui dans leur point de presse. Je comprends qu'à l'heure actuelle, ce sont chacun des centres de services là, qui envoient des directives. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement un plan national à cet effet-là, des directives qui pourront s'appliquer mur à mur, même si certaines écoles sont plus vétustes que d'autres? J'apprécie beaucoup la question parce que je pense qu'on en a parlé beaucoup avec le Dr Arruda. Je dirais même que c'est probablement plus large que juste les écoles.
parce que ce qu'on veut comprendre, c'est qu'il y avait eu une première annonce où il y avait une première vision au printemps. Puis il faut se souvenir aussi que dans le contexte de l'opinion qui avait été émise, l'OMS n'avait pas encore discuté de la propagation par aérosol, etc. Et nous, c'est pour ça que j'ai demandé à l'équipe du Dr Arruda puis à l'INSPQ de revenir sur la décision depuis ce que l'OMS a annoncé, comme vous savez, qui est assez récent, du fait qu'il y a peut-être une portion plus importante de propagation. Mais je dis peut-être, là, parce que vous savez, les études, c'est toujours, il y a deux côtés à une médaille. Donc, la réponse que je vous donne, elle est très claire, c'est qu'on va se pencher là-dessus. On a déjà demandé à l'INSPQ de nous revenir, autant pour les écoles que pour nos établissements, parce que c'est d'autant plus important que s'il faut agir, on va agir rapidement. Puis je vous donnerai la meilleure réponse, c'est que lorsqu'on a eu à prendre des décisions pour l'air climatisé, dans nos CHSLD, tout le monde nous disait que c'était impossible et qu'on ne pouvait pas faire ça rapidement. Moi, je dis au contraire, si on a besoin d'avoir des purificateurs d'air, si on a besoin de prendre des mesures temporaires qui vont être sûrement dispendieuses, mais c'est pour ça que j'ai demandé une mise à jour avec un comité d'experts pour être capable de regarder la ventilation, pas uniquement dans les écoles, mais dans nos différents établissements. Et je m'attends que cette expertise-là va nous donner un rapport très rapidement. Ma deuxième question concerne, justement, vous parlez d'espoir avec le vaccin qui pourrait arriver au début de l'année 2021. En amont de ça, est-ce qu'on est en train de se préparer au niveau logistique? Parce que clairement, on ne pourra pas faire comme le H1N1 à faire la file pour tous se faire vacciner. Les plages de rendez-vous au nombre de personnes qu'on est au Québec, c'est déjà compliqué en ce moment avec le vaccin pour la grippe. Comment on va faire au niveau logistique? Puis je pense aussi qu'il y a des conditions particulières là, pour ce vaccin-là. Là, genre, il faut le garder à moins 80 degrés ou quelque chose comme ça. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes très bien informé. Alors, on a mis... c'est d'ailleurs pour ça une des raisons pour laquelle on a engagé ou ajouté quelqu'un à la santé publique du côté opérationnel il y a quelques semaines, dans la personnalité de Jérôme Gagnon. C'est justement parce qu'il y a toute une logistique à préparer pour ça. Puis je vous donne des exemples. Puis là, je vais parler de celui de Pfizer, mais entre autres, la plupart des cas sont semblables, ce que ça peut exiger en termes de logistique. Prenons celui de Pfizer, mais je vous dirais que ça s'applique ailleurs. C'est un vaccin qui va se donner en 2 phases, en 2 étapes. Donc, il va y avoir une première étape mineure, minime, pour générer l'anticorps. Puis après ça, les gens reviennent 1 ou 2 semaines plus tard. Donc, la logistique des rendez-vous est encore plus complexe parce qu'on a 2 étapes à faire. Ça, c'est une chose. Ce que vous venez de dire concernant la température, là, vous dites moins 80, moi j'ai entendu moins 70, mais ça prend un bon congélateur. Alors, on s'est déjà assuré de cette logistique-là. Nos gens d'équipement puis d'approvisionnement ont déjà sécurisé l'achat d'équipement, c'est déjà fait. On a une 60aine de congélateurs qui ont été achetés pour qu'ils puissent être déplacés aux bons endroits, au bon moment. Et là, la discussion qu'on a, encore une fois, avec la santé publique, c'est de regarder comment va se faire qui seraient les personnes les plus vulnérables qu'on devrait passer en premier, etc. Donc, on est vraiment là-dessus, puis on a mis un groupe, encore une fois, qui va être opérationnel, parce que vous avez raison, la logistique, pour ça, va être important, mais on a quand même le temps de bien se préparer, mais avec les bonnes personnes. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. En premier lieu, peut-être que M. Legault peut répondre à cette question-là. Quel impact est-ce que la transmission élevée, vous l'avez dit, dans l'anneau d'hier, Montérégie également, Saguenay-Lac-Saint-Jean, a sur des centres comme Québec et la métropole ou l'île de Montréal? Peut-être M. Dubé, sinon. Bien, c'est drôle parce que drôle, c'est pas le bon mot, là. Mais ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est que la contagion communautaire qui nous cause le plus de problèmes présentement, elle est beaucoup plus en région. Et puis, quand je dis en région, je veux faire attention parce que tout le monde pense qu'on reste dans une grande ville, puis c'est correct. J'étais au Lac-Saint-Jean hier, au Saguenay, alors je veux juste faire attention. Mais c'est dans des régions du Québec qui n'ont pas souvent été éprouvées dans la première vague. Et dans ce sens-là, je pense que c'est tout à fait normal. Les gens pensent qu'ils ne sont pas vulnérables. Puis peut-être que lorsqu'on est
lorsqu'on pense qu'on est moins vulnérable, qu'on baisse la garde un peu. Fait que dans ce sens-là, je pense que la contagion communautaire, elle a été plus grande dans ces régions-là. Puis c'est ce que j'expliquais hier aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que maintenant qu'on en a une confirmation que la contagion communautaire est là, c'est que là, il faut vraiment redoubler d'ardeur parce que malheureusement, pour toutes sortes de raisons, là, elle rentre dans nos établissements. Puis pourquoi je fais cette différence-là rapidement, c'est qu'on peut avoir une contagion dans les écoles, on peut avoir une contagion dans les milieux de travail, on peut l'avoir dans différents... Mais les résultats sont beaucoup moins graves, les incidents sont beaucoup moins graves que lorsque cette contagion-là rentre par un employé ou par un visiteur dans un CHSLD, parce que là, on parle ça va mener à des décès, étant donné la vulnérabilité. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, j'en ai reparlé pas plus tard qu'avec le premier ministre, c'est que dans la mise à jour qu'on fait à nos PDG hier, puis avec les actions précises pour cette espèce de mise à jour qu'on fait de notre plan, là, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on avait déposé notre plan, qu'on suit, on va peut-être mettre un emphase un peu plus grand sur nos régions. Parce qu'on le voit, nos grands centres, Montréal, Québec, ont relativement bien fait depuis plusieurs semaines, mais c'est peut-être plus en région où il y a eu de la contagion communautaire, puis là qu'on commence à avoir un impact sur nos milieux de vie et de soins, qu'on doit mettre peut-être plus d'emphase, puis d'accélérer notre programme de communication dont j'ai parlé dans la lettre que j'ai publiée dimanche. Et sinon, pour revenir sur le vaccin de Pfizer, le fédéral en a commandé pour l'instant 20 millions de doses. Combien de doses vous a-t-on promis pour le Québec? Bon, on va avoir notre proportion parce que je voudrais faire attention là, de ne pas donner des informations confidentielles. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que le fédéral a négocié avec 6 ou 7 fournisseurs en même temps que Pfizer. Hein, on se comprend, là? L'approche du fédéral, puis c'est la bonne, c'est de s'assurer que c'est le premier avec qui on va avoir. Puis là, en ce moment, tant mieux. Pfizer semble avoir pris de l'avance, mais vous avez entendu qu'il y en a d'autres aussi qui travaillent très fort. Fait que nous, ce qu'on s'est assuré avec le fédéral, c'est qu'on allait avoir notre part. On a des communications qui vont pas juste avec le ministère de la Santé, là, au bureau du premier ministre qui suit ça avec Ottawa. Moi, je m'occupe plus de la partie avec les fournisseurs et la logistique dont je parlais tout à l'heure. Mais je peux vous dire que c'est pas uniquement avec Pfizer en ce moment qu'on est en contact. C'est pour s'assurer qu'on va avoir notre part de qui sera le gagnant. Rapidement, est-ce que c'est proportionnel à la population? Vous avez dit une proportion? Bien, il y a des différentes proportions qui vont être comptées. Là, encore une fois, j'aime mieux nous garder nos petits secrets d'État là, pour être sûr qu'on a plus que notre part, je vais dire ça comme ça. Merci. Il reste 30 minutes au point de presse et au moins 22 questions. Alors, je vous invite à accélérer la cadence et surtout poser 2 questions par journaliste. Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour. Vous avez encore une fois parlé d'imputabilité aujourd'hui. Vous avez dit auparavant, M. Dubé, que le lien de confiance est brisé entre le CIS de la Naudière et la communauté Atikamekw. Il y a une situation qui est difficile au CHSLD Saint-Eusèbe. Bref, est-ce que vous appuyez le maintien en poste du PDG de la Naudière, du CIS de la Naudière? Ce que j'ai dit la dernière fois, puis je vais le répéter, j'ai dit que le lien de confiance devait être rétabli et que la façon de rétablir le lien de confiance entre la direction du CIS et la communauté Atikamekw, c'était de faire des actions précises. On a eu des actions très précises qui ont suivi dans les semaines. Rappelez-vous des annonces qu'on a faites avec mon collègue Lafrenière la semaine dernière, particulièrement sur la formation et plusieurs autres mesures. Donc ça, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, pour ce qui est de ce qui se passe à la Naudière, à Joliette, particulièrement dans le cas, je veux juste faire attention de ne pas prendre un cas d'espèce, mais en même temps, moi, j'ai demandé un rapport détaillé de ce qui est arrivé parce que le premier ministre l'a dit, on n'a pas juste un PDG, mais on a un responsable local sur le cas qui est une dame. Je veux savoir qu'est-ce qui a été fait. Je veux avoir un rapport détaillé de la chronologie, comment on a des gens en ce moment, puis rappelez-vous des étapes qu'on fait lorsqu'on a un cas comme ça qui est difficile. Il n'y a pas juste les gens locaux qui travaillent, il y a les gens du CIS lui-même. On a aussi sur place maintenant des gens du CUSUM qui sont là avec leur expertise pour nous
confirmer que ce qui a été recommandé dans les derniers jours depuis l'éclosion est en passe. Est-ce que c'est suffisant? Puis mon dernier point, j'attends aussi d'avoir les recommandations détaillées qu'il y a eu la rencontre avec les PDG hier, parce que je veux comparer ce qui avait été mis en place au CHSLD de Joliette, celui qu'on appelle Saint-Eusèbe, comparativement aux meilleures pratiques. Alors, ça va nous prendre quand même quelques jours pour avoir une tête là-dessus, mais pour moi, c'est un dossier qui est directement sur mon bureau en ce moment. Qui est responsable du fait que l'équipe de PCI du CHSLD de Saint-Eusèbe a laissé une personne contaminée retourner au travail? Qui est responsable de ça? Bien, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui est arrivé exactement. Puis dans ce cas-là, le rapport préliminaire que j'ai eu après quelques jours montrait que c'était... puis c'est là que c'est difficile, vous allez me permettre de ne pas rentrer dans le détail, mais qu'il y avait 2 personnes infectées qui, en parallèle, avaient travaillé... mais qui étaient asymptomatiques à ce moment-là. Alors, donc, c'est pas une personne, c'est 2 personnes. Mais avant d'aller plus dans le détail, puis pour le respect de tout le monde, là, je peux vous dire je suis sur le dossier, puis lorsqu'on aura exactement ce qui est arrivé. Mais c'est un beau cas dans le sens où, puis quand j'ai fait la lettre, je le répète là, quand j'ai fait la lettre au PDG dimanche, pas pour rien que j'ai écrit ça un dimanche matin, c'est parce que ce que j'avais entendu de l'ensemble des PDG, c'est qu'on avait un certain relâchement des employés. Mais en même temps, puis je vais être très délicat, ce n'est pas de la faute des employés, c'est une question d'une responsabilité conjointe. Le premier ministre l'a dit, c'est à nos PDG de s'assurer que toutes les personnes qu'on a mis en place, en commençant avec les responsables locaux, que les PCI sont respectés. Alors, pour répondre à votre question, quand j'aurai l'assurance que je comprends exactement qu'est-ce qui est arrivé dans ce CHSLD-là, on pourra poser les gestes qu'on aura posés. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. Vous avez dit, Monsieur Dubé, que le Québec allait avoir sa part de vaccins, là. On comprend qu'on en a 20 millions de doses qui ont été réservées par le Canada, qu'on s'attend à avoir au cours du début de la prochaine année. Si on prend la proportion de la population du Québec, ça tourne autour d'à peu près 5 millions de doses, là. Il faut donc 2 doses pour avoir une protection qui soit complète. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de vaccin pour tout le monde. Alors, on commence. Qui on priorise? Peut-être, Dr Arruda, on priorise qui en partant là, avec ces 20 millions de doses-là ou ces 5 millions de doses-là? On y va? Comme on le fait à chacune des campagnes de vaccination où il n'y a pas de vaccin pour tout le monde, nos experts font des recommandations en fonction des gens qui vont le plus bénéficier de la vaccination. De son efficacité, et on y va par différents groupes. Je veux juste vous dire en termes analogiques là, par rapport à ce qu'on a fait en campagne de H1N1, c'est sûr que compte tenu du rôle des travailleurs de la santé, là, souvent ça va être une catégorie qui est à part puis qui est prise en considération, les travailleurs de la santé. Après ça, ce sont les clientèles qui vont le plus bénéficier de la vaccination, probablement les personnes âgées parce qu'ils ont des hauts taux de complications puis de mortalité. Mais tout ça va dépendre aussi des données qui vont sortir par rapport à l'efficacité. Là, on a publié en disant que ce vaccin est efficace à 95 %, mais on sait qu'il peut varier selon les catégories d'âge. Donc, c'est sur la base de recommandations d'experts qui vont regarder ça, c'est discuté, ça va être discuté. Il y a le CCNI qui fait certaines recommandations préliminaires avant même d'avoir reçu une première analyse qui va être peaufinée. On a notre comité d'immunisation du Québec aussi qui va refaire la même chose. Puis après ça, on reçoit une recommandation et c'est le ministre de la Santé qui, en fonction de recommandations, donne une séquence. Mais il faut voir qu'il y a ce premier vaccin. Il y en a d'autres qui vont venir aussi avec des caractéristiques différentes. Puis on va suivre ça de très près. Mais est-ce que 2,5 millions de personnes qui reçoivent un vaccin, c'est suffisant pour amener une espèce d'innocuité dans la population, une espèce de protection communautaire, si je puis dire? Docteur Arruda, une précision, M. Lacroix, là. Je pense pas qu'on doit diviser le 5 millions en deux. C'est pas le fait, lorsqu'on va parler d'une dose, d'un vaccin qui serait disponible, admettons, au calcul que vous venez de faire, là, 25 24 de la population, c'est les 2 doses ensemble. Là. On va être capable, dans votre cas, de vacciner 5 millions de personnes. Là. C'est pas, on divise pas ceux qui vont recevoir la première dose puis la deuxième dose. Là. C'est l'ensemble des 2 doses qui vont être disponibles aux patients. Là.
OK, c'est parce que moi, c'est pas ça que j'avais compris. J'avais compris que Ben, c'est pour ça que je prenait te dis, 2 c'est doses. moi qui m'allait... Donc, c'est 40 millions de doses qu'on va recevoir au Canada. C'est 20 millions de vaccins pour que la personne soit capable d'avoir et la dose première et la dose deuxième. Ah bon, d'accord. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de congélateurs. OK. Ma question demeure, est-ce que c'est suffisant, à votre avis, pour amener une espèce d'immunité communautaire? C'est suffisant pour protéger les gens qui vont être vaccinés, si vous me permettez, compte tenu de son efficacité. Ça va être suffisant justement, c'est pour ça qu'on commence avec ces personnes-là, ceux qui ont des conséquences. Mais pour véritablement arrêter une transmission communautaire, ça nous prend des couvertures vaccinales qui habituellement sont autour de minimum 60 à 80 % si on veut vraiment que le vaccin arrête de circuler. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre canadien a dit qu'il ne fallait pas que les provinces cèdent aux pressions du public pour ne pas arrêter l'économie et fermer les entreprises. Compte tenu de la contamination actuellement, qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, je n'ai pas entendu exactement ce qu'il a dit, là, mais comme je le disais tantôt, 97 des emplois qui existaient au mois de février ont été retrouvés. Donc, il reste que quand même l'économie fonctionne relativement bien actuellement au Québec. Et on a l'intention, évidemment, là, de poursuivre dans cette direction-là. Il y a une mise à jour qui va être déposée jeudi. On va continuer d'aider et les individus et les entreprises. Donc, il faudrait que je vois exactement ce qu'il a dit ou ce qu'il a voulu dire. Concernant le problème dans les CHSLD, les résidences, là, on est en train de revivre un peu ce qu'on a vécu dans d'autres régions qui ne l'avaient pas vécu. Est-ce que votre plan de communication a complètement raté? Écoutez, je dirais pas ça. Là. Puis je suis pas certain que c'est ça que vous dites non plus. Là. Vous posez la question. J'aimerais mieux vous dire qu'on a besoin de faire une mise à jour au moment où on est, parce qu'on le voit que dans les zones qui ont été touchées la première fois, les mesures ont été bien appliquées, puis que les gens ont été capables de bien surveiller le contrôle. Parce que, rappelez-vous, je sais que je reviens à la base, là, mais pourquoi qu'on parle de prévention et contrôle? C'est que notre premier objectif, c'est que le virus ne rentre pas. Donc, il faut faire tout ce qu'il faut pour prévenir. Puis une fois qu'il est rentré, il faut contrôler. Jusqu'à maintenant, je répète, on a 400 CHSLD, un petit peu plus. On en a 50 où on a des cas, 51 pour être exact, puis on en a moins de 10 où on dit que c'est sévère. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'on a réussi à en prévenir beaucoup. L'enjeu, c'est quand ça rentre, c'est là qu'il faut être capable d'aller très, très rapidement. Alors, dans certaines régions, et c'est pour ça qu'on a demandé à tout le monde de reprendre les règles, on a fait venir un spécialiste, une dame qui a très bien réussi dans sa région, qui est venue partager les meilleures pratiques avec nos PDG hier. Puis fort de cette rencontre-là, on va être capable de faire les ajustements nécessaires dans les régions dont je parlais tout à l'heure. Puis peut-être, est-ce que je peux juste, parce que j'ai emmené deux gros cartons, puis je veux être sûr que je ne les ai pas amenés pour rien, puis je voudrais peut-être compléter le point du premier ministre tout à l'heure. Si vous me permettez, les deux tableaux que je vais montrer ici, vous les avez sur notre site Web. Puis je sais que vous aimez les recevoir à l'avant. Là, je parle aux journalistes, alors ils sont disponibles. Mais ce que je voulais vous donner tout à l'heure, c'est que, tout d'abord, ce que vous voyez en bleu, en noir et en gris, ça ici, c'est la région de Montréal, les 7 semaines depuis les débuts de la première vague. Puis quand je dis la grande région de Montréal, là, c'est la CMM. D'accord? Et ce que vous voyez, là, c'est que sur 7 semaines, là, on a oscillé entre 55 et 65 %. Le deuxième étage, ici, le bleu un peu plus foncé, c'est le Québec et Chaudière-Appalaches. Puis ce qui est intéressant de ça, c'est que, rappelez-vous, quand ça s'est mis à mal aller à Québec, vous voyez que l'augmentation à Québec est montée jusqu'à 26 % du Québec, qui est beaucoup plus que sa part en population. Et justement, pour ce que le premier ministre disait, regardez comment ça s'est amélioré pour aujourd'hui être seulement à 12 %. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas faire mieux, mais on dit et c'est un peu ce que j'expliquais aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean hier,
vous êtes dans une situation difficile, mais regardez ce qui s'est passé à Québec, c'est quand même une amélioration très importante. Mais le troisième point que je veux vous souligner ici, c'est regarder comment le reste du Québec, pour les zones dont le premier ministre parlait tout à l'heure, qui est rendu à plus de 25 %. Alors, la bonne nouvelle derrière ça, parce qu'il y en a toujours une, c'est on sait où on doit agir si on veut rebaisser notre 1000 cas. Parce que les améliorations qu'on a vues, et à Montréal, à Québec, en ce moment, elles sont compensées, malheureusement, par les situations où ça va moins bien. Et vous aurez, j'ai terminé, mais j'ai mis ça en tableau. Oups, je suis pas habitué. Alors, ce que j'ai mis sur le site Web, vous avez le détail de tout ça. Vous avez ce qui se passe au Québec globalement, la région de Montréal, qui vous voyez qu'elle est aussi stable pour toutes sortes de raisons, mais vous voyez ici comment Québec a très, très bien fait, mais comment en région, c'est difficile. Et vous avez pour chacune de ces régions-là, sur notre site Web, le détail des composantes. Alors, si vous voulez savoir, par exemple, dans le Grand Montréal, pourquoi Montréal reste stable, même si ça va bien à Montréal, ben c'est parce que ça va moins bien à la Naudière. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de ça, mais vous avez tout ça depuis ce matin sur notre site Web et ça pourra répondre à plusieurs de vos questions. J'arrête ça là. Très bien. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Au vu des chiffres qui ont été encore révélés aujourd'hui, les 38 morts, l'augmentation du nombre de cas, le gouvernement est en train de perdre le contrôle de la situation. Est-ce que c'est la lecture que vous faites aussi? Bien, c'est absolument faux. Les faits sont têtus, puis je vous donne des chiffres depuis le début de la deuxième vague. Bon, la date peut fluctuer d'un pays à l'autre, là, mais disons qu'on prend le 1er septembre. Depuis le 1er septembre, il y a eu 76 décès par million d'habitants au Québec. Aux États-Unis, il y en a eu 163. Au Royaume-Uni, 109. En Italie, 92. En France, 146. En Espagne, 208. En Belgique, 257. Donc, on voit là, quand Dominique Anglade dit « le Québec est le pire endroit au monde pour la deuxième vague », c'est totalement faux. C'est un mensonge. Je dois le dire ici, là. C'est un mensonge. Il n'y a pas aussi des chiffres pour les provinces, non? Bien, les provinces, comme je l'ai déjà dit, on va suivre les taux de surmortalité, entre autres en Ontario. Bon, on voit que la situation est rendue difficile en Alberta. Même aujourd'hui, il y a plus de cas en Ontario qu'au Québec. On voit qu'en Colombie-Britannique aussi, c'est difficile. Mais au Canada, il faudrait regarder la surmortalité pour être capable de comparer. Il peut peut-être y avoir une exception dans le reste du Canada, mais ce que je viens de vous dire, là, c'est que la plupart des pays en Europe, puis la plupart des États aux États-Unis ont plus de décès que nous autres par million d'habitants. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez prononcé le mot surmortalité. Justement, la semaine dernière, Dr Arruda, vous disiez que vous demandiez une analyse au sujet de la surmortalité, constatant que la surmortalité est plus élevée que le nombre que l'on rapporte de décès liés à la COVID-19. Qu'en est-il? Mais les analyses sont en cours. Je poursuis encore le rapport. Je suis désolé, M. Chouinard. Okay. Les analyses sont en cours, puis dès que je les aurai, je m'organiserai pour répondre à cette question-là. Est-ce que c'est un écart inquiétant? Non, c'est pas ce qu'on m'a dit comme information préliminaire, mais au lieu de vous répondre n'importe quoi, je préfère avoir le rapport. Monsieur le Premier ministre, je crois, la semaine dernière et il y a 2 semaines, vous évoquiez de possibles assouplissements malgré le maintien des restrictions sanitaires en zone rouge. Vous parliez entre autres des cégepiens. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui se manifestent du côté des étudiants du collégial. Est-ce que c'est possible pour vous, malgré le maintien de ces restrictions-là, d'envisager certains assouplissements pour permettre la fréquentation des cégeps? Ça fait partie des discussions qu'on a avec la santé publique, mais pour l'instant, il n'y a pas d'assouplissement de prévu d'ici le 23 novembre. Le Soleil. Vous parlez Québec, M. Dubé, que ça va mieux. Je sais qu'il faut faire court, mais
On ne s'est pas juste mis à respecter le 2 mètres et à mettre des masques tout d'un coup. Qu'est-ce qui a été bien fait dans les dernières semaines pour descendre comme ça? Bien, je dirais juste de bien faire, de bien suivre les mesures sanitaires. Rappelez-vous comment ça avait commencé à Québec, puis on le voit là, dans certaines régions, comme en Estrie hier, lorsqu'on apprend qu'il y a des parties qui sont illégaux, puis c'est pas pour rien qu'il y a des éclosions, puis rappelez-vous ce qui était arrivé à Québec, là, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je pense que les gens se sont pris en main. Ce qu'il faut faire pour nous, c'est, quand on parlait de communication tout à l'heure, moi je me souviens très bien comment M. Labaume, avec la vice-première ministre, avait fait un point de presse pour expliquer aux gens comment il était important, puis qu'il n'y avait pas de raison qu'à Québec ait des si grands taux. Alors je pense que la réponse toute simple, là, c'est de suivre les règles. Puis moi, je suis certain que, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens vont se relever, puis on va voir des améliorations dans les prochaines semaines. Monsieur Legault, le ministre Bonnardel, ce matin, à propos du tramway de Québec, a dit qu'il y a des améliorations à faire. Est-ce que vous, si votre ministre vous le recommande, vous êtes prêt à rouvrir cette enveloppe-là de 1,8 milliard et de dire ça peut être 1,9, 2,1, ça pourrait bouger? Bon. D'abord, rappelez-vous, avant l'élection de 2018, on avait 3 conditions pour appuyer le projet. Un service amélioré dans les banlieues, un lien avec le 3e lien et respecter le budget. Donc, les 3 conditions restent. Puis, avant même le rapport du BAP, on avait déjà des discussions avec M. Labaume sur la desserte des banlieues. C'est vraiment là où on pense qu'il y a des améliorations à apporter. Le Cavalier, le Journal de Québec. M. Legault, justement, sur le tramway, est-ce qu'il faut raccourcir le trajet du tramway pour aller chercher du budget pour mieux desservir les banlieues? Parce que dans l'enveloppe est fixe, le trajet est là. Fait qu'il faudrait raccourcir le tramway pour... Bien, comme le disait M. Bonnardel, il n'y a rien d'exclu. Est-ce qu'il faut... mais il faut tenir compte aussi de l'achalandage. Puis même dans le rapport du BAP, on en parle. Est-ce qu'il y a un bout du tramway où il y a moins d'achalandage qui est absolument nécessaire? Ça va faire partie des études, puis ça fait partie des discussions qu'on a avec la Ville de Québec. Donc, même avant le rapport du BAP. Donc, quand vous regardez le tracé actuel, vous pensez qu'on peut réduire encore le trajet du tramway? On n'exclut pas ça. Mais pour ce qui est de l'enveloppe, juste pour vous, c'est vraiment complètement exclu qu'on dépasse le budget actuel? Bien, c'était une des conditions qu'on a mises depuis le début. On passe aux questions en anglais avec Cathy Sonnet, CBC. Good afternoon. I would like to ask you a question on Heron, Mr. Legault. Question. Monsieur Legault, vous avez 2 CHSLD privés à Dorval, donc Heron et à Laval. Ils vont fermer leurs portes à tout jamais. Je me rappelle que, Monsieur Dubé, vous parliez d'une nationalisation des CHSLD privés. Quelle est votre position maintenant? Comment devrait-on gérer ces résidences? Réponse. Nous n'avons pas changé d'idée, à savoir qu'il nous faut faire transférer certains CHSLD privés vers le public. On l'a vu à Waterloo, par exemple. Il y avait des contrats et on a décidé de les transformer en CHSLD publics. On l'a fait à Waterloo. Quand il est question de Heron, je veux être prudent, mais nous ne pouvions écrire un chèque au propriétaire. Ce n'était pas une possibilité, pour des raisons évidentes. Entre autres, c'est qu'il y a le coroner qui faisait enquête et tout. Donc, toute la négligence qu'on a devinée à Heron fait que nous ne voudrons pas privatiser certains CHSLD, nationaliser. C'est cela. Question. Maintenant, sur l'aérosol, il y a environ une semaine, le gouvernement fédéral a reconnu l'aérosol comme étant un des facteurs de propagation du virus. Maintenant, on voit la commission scolaire Lester B. Person qui, pas plus tard qu'hier, a acheté
environ 500 000 de ventilateurs, de purificateurs pour 16 immeubles qui n'ont aucune ventilation mécanique. Comment ça se fait qu'on n'a pas de plan pour les écoles? L'hiver arrive. Alors pourquoi il n'y a pas encore de plan? Réponse. C'est exactement ce dont je parlais auparavant. À savoir qu'il y a eu une certaine recommandation au printemps, les conditions ont changé entre-temps, et je pense que vous parlez de l'opinion émise par l'OMS il n'y a pas longtemps, et dès que ça a été émis par l'Organisation mondiale de la santé, nous avons constaté que l'environnement était différent, nous avons demandé à la santé publique de arriver à une mise à jour de l'opinion, mais entre-temps, on n'attend pas. On a demandé à nos experts. Et donc, comme mesure temporaire, j'ai parlé de l'air climatisé. Vous vous rappelez, cet été, on a agi très rapidement avec des mesures temporaires. L'enjeu dans le milieu scolaire et aussi dans les CHLD, c'est que nous avons besoin de l'alimentation en électricité pour alimenter ces unités. On a trouvé des solutions avec des unités électriques temporaires pour l'air climatisé. S'il nous faut faire la même chose pour les autres endroits, nous suivrons le même exemple. Question. Bonjour. Le gouvernement fédéral a promis d'aider les provinces et donc je me demandais, que pensez-vous quant au rôle du fédéral dans le freinage de la propagation au Québec? Réponse. Avant tout, je pense qu'il faut avoir une meilleure enveloppe budgétaire pour la santé. Ils ont dû voir dans le budget de l'Ontario les demandes répétées de faire monter de 22 à 35 la part fédérale du financement de la santé. Pourquoi est-ce si urgent et si important? C'est qu'il nous faut engager des gens. Et afin d'engager des gens, il nous faut savoir si l'argent sera là dans 2 ou 3 ans. Jusqu'ici, la plupart des fonds annoncés par Justin Trudeau depuis le début de mars est de l'argent non récurrent. Et nous avons besoin de fonds récurrents pour embaucher des employés dans le secteur de la santé. Question. Vous avez vu qu'il y avait cette école à Lévis qui a eu des douzaines de cas d'infection à la COVID. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que d'autres écoles suivront l'exemple? Réponse. Je suis fort content qu'aujourd'hui, nous avons un nombre réduit de classes. 32 de moins qu'hier. Donc, on est à 850. Rappelez-vous qu'on était à plus de 1000 il y a quelques semaines. Donc, si vous faites les multiplications, donc 30 étudiants par salle de classe, c'est donc moins de 3 de nos enfants qui sont, hélas, absents de la salle de classe. Donc, je crois que dans l'ensemble, on était assez dans la réussite quand il était question de maintenir les enfants à l'école. Question. La question pour le docteur Arruda maintenant. Un des membres de l'Assemblée nationale a dit ce matin que la région de Montréal, les écoles sont le propagateur principal du virus. Est-ce vrai? Réponse. Dans les faits, les écoles sont un moteur du virus, mais ce n'est pas le seul moteur. Il y a également... Cela peut varier d'une région à une autre. Parfois, il y a des flambées qui montent, qui descendent dans différents endroits. Quand nous avons rouvert les écoles, il y a eu de la transmission communautaire, mais je pense que c'est une combinaison de facteurs. Il n'y a pas un seul moteur. Le travail, l'école et d'autres. Donc, c'est faux que les écoles sont le principal moteur. Réponse. Non, pas le principal moteur. Ils font partie du portrait. Deuxième question. Également, à propos des écoles, donc sur la ventilation, est-ce qu'il y aura un plan pan-provincial sur la ventilation scolaire ou est-ce que cela revient à chaque commission scolaire? Réponse. Avant tout, nous voulons passer par la santé publique, car comme je l'ai mentionné plus tôt,
L'opinion de l'Organisation mondiale de la santé est tout à fait récente sur l'aérosolisation comme propagateur. Donc, cela a soulevé la question de nouveau à notre esprit. Donc, c'était un moteur important de propagation. Deuxièmement, nous pouvons agir localement beaucoup plus rapidement que nationalement. Et donc, ce n'est pas uniquement une question de l'éducation, mais dans les immeubles du secteur de la santé, nous avons des immeubles qui n'ont pas de ventilation. Donc, il nous faut être plus précis dans certains cas. Et si nous avons cette opinion, nous allons agir en conséquence. C'est pourquoi nous avons demandé aux responsables de l'approvisionnement d'examiner la situation pour qu'on puisse dresser une liste de concerts avec nos experts pour pouvoir agir rapidement. Question. Une question de suivi sur Kelly. Pendant que vous attendez que Santé Québec en arrive à un plan pour la ventilation scolaire, que devraient faire les écoles? Il fait beau aujourd'hui, mais le temps va se rafraîchir. Est-ce que les fenêtres devraient être maintenues ouvertes? Quelle est la stratégie? Quelle est la décision à prendre par les milieux scolaires? Réponse. Avant tout, il nous faut comprendre comment cela contribue et dans quelles conditions. Comme nous l'avons remarqué, c'est une question examinée déjà, sous examen, si vous le voulez. Ce n'est pas un des premiers moteurs de la transmission, la ventilation, mais quand il y a des salles de classe fermées pendant longtemps, il faudrait aérer, par exemple, entre les périodes. Ça pourrait être recommandé, par exemple. Et aussi, le groupe de travail va examiner, y a-t-il des technologies qu'on pourrait avoir en place pour aider? Mais je voudrais que les gens comprennent bien. La ventilation, c'est un enjeu qu'on va examiner, mais cela ne change pas les autres consignes, la distance, le lavage des mains. Si tout le monde se concentre sur la ventilation et oublie les autres aspects, je suis convaincu qu'on aura d'autres éclosions. Donc, nous regardons avec beaucoup d'intensité cet enjeu de la ventilation. Question. Depuis le 1er novembre, on a eu tout près de 160 morts. C'est un chiffre assez élevé, très élevé même. Monsieur Legault, vous aviez dit que vous n'alliez pas imposer de nouvelles restrictions, mais y a-t-il des mesures à court terme que vous pourriez rajouter à l'éventail de mesures déjà en place afin de faire baisser ce taux de mortalité au Québec? Réponse. Permettez-moi, la plupart des décès sont en CHSLD, résidence pour personnes âgées ou à domicile. Et c'est en grande partie des gens qui ont plus de 70 ans. Donc, il faut absolument se concentrer sur les CHSLD. Et comme je l'ai dit plus tôt, dans certaines régions qui n'ont pas été affectées autant par la première vague. Oui, alors c'est là que nous polarisons notre attention. C'est pourquoi on a eu ces réunions urgentes depuis quelques jours et nous demandons à tout un chacun, aux PDG, aux autres, nous les appelons tous les jours pour s'assurer que nous ayons une campagne pour répéter les mesures en place. J'ai invité la collaboration des syndicats pour s'assurer que quand ils parlent à leurs syndiqués, qu'ils parlent d'une même voix, que ce soit harmonisé. Chacun doit y mettre du sien. Et surtout dans les CHSLD, car nous avons été en mesure d'endiguer la propagation, mais nous subissons beaucoup de pression. C'était la dernière question. Bon après-midi à tous. Sans surprise, le premier ministre du Québec, François Legault, annonce qu'il n'y aura pas d'allègement dans les mesures sanitaires en zone rouge, du moins pour les 2 prochaines semaines jusqu'au 23 novembre prochain. La situation ne le permet tout simplement pas. Il y a 5 régions au Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière-Nord, Mauricie, Centre du Québec et Gaspésie, qui sont particulièrement préoccupantes et qui font monter la courbe du nombre de cas. Plus de 1100 encore aujourd'hui au Québec. Donc, la situation ne permet pas d'alléger les mesures sanitaires. D'autres sujets ont été abordés. Le vaccin, par exemple, et le défi logistique que représente ce vaccin,
vaccins, qui représentent par ailleurs un bon espoir, mais ce n'est pas demain la veille que les doses de vaccins vont arriver au Québec. Il faut être patient donc. Défi logistique parce qu'il faut garder le vaccin à moins 65, moins 70 degrés Celsius. Le gouvernement a donc acheté une soixantaine de congélateurs, c'est ce que le ministre Dubé nous a dit. Combien de doses seront données au Québec? Bien, c'est pas clair. Est-ce que ça pourrait, pendant que vous voyez M. Legault là, qui s'en va à la période de questions à l'Assemblée nationale, le Québec pourrait recevoir environ 5 millions de vaccins. Puis c'est important de dire que c'est 5 millions de vaccins, parce que ce vaccin-là, il se donne en 2 doses. Mais quand on parle de l'entente signée avec la compagnie Pfizer par le gouvernement fédéral, c'est pour 20 millions de vaccins. Donc, le Québec pourrait recevoir le quart de ce nombre de vaccins-là. Ça veut dire environ 5 millions au Québec. Les personnes dans le réseau de la santé, les travailleurs et les personnes vulnérables seraient les premières à être vaccinées. Et pour les écoles, on est en train de regarder ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure aération des salles de classe, au-delà d'ouvrir les portes et les fenêtres en pleine période d'automne et d'hiver pour faire en sorte que l'air soit recyclé plus rapidement pour qu'il y ait moins de gens malades. Catherine Gauthier vous attend avec l'info dans un instant. On se retrouve demain midi.